Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo pour Najou.com élaborée par Sheikh Hosseini. Cette fois, nous allons traiter de la question de l'échec en Chine. Alors, comme nous sommes une plateforme plutôt dédiée au marketing, aux aspects commerciaux et de négociation. Ici, nous n'allons certainement pas parler de cuisine ou de l'amour, mais bien de stratégies marketing et commerciales qui ont échoué en Chine. Alors, pourquoi le faire? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que de toute évidence, on apprend plus souvent de nos échecs que de nos réussites. Un enfant, c'est en tombant plusieurs centaines de fois qu'il finit par apprendre à marcher. Alors, comme vous le savez, au cours de ces dernières années, la Chine est devenue la terre d'opportunités très attirante avec des dizaines de sociétés, des centaines même de sociétés internationales qui tentent de percer sur le marché chinois. Au fur et à mesure que l'économie chinoise mûrit, elle devient encore plus séduisante. Non plus simplement pour sa main-d'œuvre bon marché, mais plutôt pour son marché de consommation grandissant et de plus en plus attirant. Vous le savez sans doute, la classe moyenne chinoise est en expansion rapide et devrait tripler ses dépenses au cours des prochaines années, qui atteindrait, selon les estimations les plus basses, 6 000 milliards de dollars d'ici 2020. Les entreprises multinationales ne peuvent se permettre de négliger la Chine, hein, tout simplement. Mais certaines se sont révélées tout simplement incapables de pénétrer ce marché assez complexe, même si les entreprises proposent des produits quand même très attractifs, parfois même assez similaires les unes aux autres, et atteignent quand même des succès très variables. Nous allons voir au travers de quelques exemples le pourquoi de ces stratégies divergentes et réussites également divergentes. Alors, une stratégie marketing d'une entreprise est souvent la clé pour savoir si un produit réussit ou échoue dans le marché, et notamment en Chine. Il y a une pléthore de raisons pour lesquelles les stratégies de marketing occidentales, par exemple, n'atteignent pas le consommateur chinois. De nombreuses entreprises estiment que les mêmes campagnes marketing qui ont été utilisées ailleurs se traduiront également sur le marché chinois, mais ce n'est souvent pas le cas. Les préférences, les goûts et les interprétations chinoises sont différentes de ceux des autres cultures. Même en Chine, il faut le savoir qu'avec ses 56 groupes ethniques et ses populations au niveau richesse très variable, les demandes de marché varient d'une région à l'autre. Et puis, d'un autre côté, certaines entreprises étrangères ont trop focalisé, se sont trop localisées au point de perdre leur attrait unique. Les erreurs de marketing en Chine proviennent de divers éléments de campagne, non seulement le produit en lui-même, mais aussi la promotion, le prix et bien évidemment le placement. Il faut savoir qu'une majorité d'entreprises, c'est-à-dire 63% d'après plusieurs études, des entreprises internationales opérant en Chine ont reconnu avoir besoin de modifier leurs produits spécifiquement pour le marché chinois. Dans la plupart des cas, cela ne signifie pas créer complètement un nouveau produit ou un nouveau service, mais plutôt de faire de petits ajustements pour mieux s'adapter à la culture et aux préférences chinoises. Je vous donne l'exemple de Kraft Foods. En découvrant que les Chinois n'aiment pas les saveurs très sucrées, Kraft Foods a créé un produit, un biscuit Oreo alternatif qui avait moins de sucre et qui incluait les saveurs
locales préférées, par exemple, telles que le thé vert. Les chaînes de restauration rapide occidentales, en particulier KFC, ont eu beaucoup de succès en Chine en raison de sa combinaison d'un vaste menu de poulet, un mets favori, très répandu parmi les Chinois, et de plats locaux. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé pour Yum, la maison mère de KFC et de Pizza Hut, que donc, le groupe a réalisé 42% de ses bénéfices totaux en Chine, tout simplement en 2016. Les autres chaînes de restauration rapide qui ont presque le même menu que les États-Unis n'ont pas vraiment eu de succès en Chine. Il est aussi très intéressant de regarder le cas de la société chinoise Taobao contre l'américain, le géant eBay, son concurrent, qui montre l'importance en fait de la connaissance de son public cible. Les deux ont, disons, le même service de base, fournissant un moyen par lequel les individus peuvent vendre des produits à d'autres individus. Hein, c'est la vente peer-to-peer. Mais c'est la plateforme et les méthodes par lesquelles Taobao opère qui a capturé spécifiquement le marché chinois. Le eBay, par exemple, le géant américain, a demandé aux acheteurs chinois eh bien, de payer en ligne en utilisant une carte de crédit comme c'est la norme, bien ma foi, dans tout l'Occident, même en France, nous procédons ainsi, et cela ne nous choque pas tant que ça. Mais le concurrent chinois Taobao, comprenant que de nombreux Chinois n'aimaient pas et n'aiment toujours d'ailleurs pas utiliser les cartes de crédit en ligne, soit parce qu'ils n'en possèdent pas, soit en raison des problèmes de sécurité, eh bien, a permis à ses clients de payer en espèces à la livraison. Le prix était une autre préoccupation de l'utilisation de eBay, qui obligeait les vendeurs à payer des frais pour l'utilisation de services. Mais Taobao a plutôt fait des produits des profits grâce à de la publicité, quelque chose qui n'est qu'un léger désagrément pour les internautes chinois par rapport eh bien, un prélèvement. En outre, en raison de la culture de négociation et de l'établissement de confiance et de relations avant de prendre une décision d'achat, Taobao a ajouté une fonction de discussion pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de communiquer entre eux. eBay, craignant que les deux parties ne s'en servent pour effectuer des transactions sans utiliser leurs services, peut-être en partie à cause des frais de service, a choisi de ne pas ajouter cette fonctionnalité. Malgré sa popularité aux États-Unis, eBay a été contraint de mettre fin à ses activités en Chine en 2006 après avoir perdu le marché chinois à son concurrent Taobao. D'autre part, comme son nom l'indique, l'Empire du Milieu, la Chine, en tout cas c'est l'autre nom avec lequel on mentionne cet immense pays à culture extrêmement ancienne, l'Empire du Milieu qui s'appelle ainsi depuis Kubilai Khan, est aussi en quelque sorte, si vous prêtez attention, eh bien, une question d'équilibre. Le milieu, c'est le juste équilibre. Ce qui fait que, par exemple, en termes marketing, de stratégie, avoir trop de localisation peut nuire tout aussi eh bien que ne pas avoir assez de localisation, c'est-à-dire de points de vente ou de présence. Après, il faut aussi faire très attention à l'adaptation de son produit. Puisqu'en réalité, les produits étrangers, en particulier les produits occidentaux, paraissent souvent comme un produit de luxe, mais quelque chose d'unique. Si les entreprises étrangères, notamment occidentales, procèdent à une trop forte, disons,
harmonisation au goût des Chinois, cela peut être perçu simplement comme une version plus coûteuse de ce que les Chinois peuvent produire. Ce qui fait que eh bien, les entreprises entrant sur le marché chinois doivent soigneusement trouver un équilibre entre cette adaptation au marché chinois et le maintien de leur image d'origine. KFC semble par exemple avoir trouvé le bon équilibre entre occidental et chinois avec un bon mélange de plats locaux et étrangers. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'empire du milieu, cela signifie aussi une concentration sur soi. Créer un nom chinois pour leur marque, pour sa marque, est également un défi pour les entreprises chinoises et pourtant c'est quelque chose d'assez essentiel pour pouvoir avoir une visibilité sur le marché chinois. Cette adaptation du nom est très répandue parmi les entreprises étrangères et notamment occidentales. Et l'un des cas les plus frappants, c'est bien évidemment par exemple le cas de la multinationale Coca-Cola qui a été adaptée comme vous voyez sur l'image en dessous. Vous voyez une inscription en chinois du nom Coca-Cola qui en Chine eh bien, se dit Keke ou Kele et se traduit librement, facilement par bonheur dans la bouche et ressemble aussi donc à Coca-Cola. Cette ingéniosité permet à Coca-Cola d'avoir à la fois adapté son nom pour les besoins de marketing local et en même temps d'avoir un nom qui bien colle très bien avec son produit puisque bonheur dans la bouche effectivement ça convient très bien au produit de cette société. L'autre cas intéressant est celui de la société américaine de l'électronique qui est Best Buy. En fait, c'est un revendeur de matériel électronique. La société Best Buy a fait aussi traduire son nom en chinois, comme vous le voyez à l'entrée d'un de ses magasins ici, et donc qui s'est traduit par Best Buy par Bai Si Mei. Qui peut ressembler à Best Buy, mais bon, se traduit plutôt par quelque chose comme penser 100 fois avant d'acheter. Bon, il y a, disons, les stratégies quoique similaires entre Coca-Cola et Best Buy sur d'autres points aussi, mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Il est intéressant de regarder la comparaison entre les deux, puisque bon, le succès de Coca-Cola est quand même assez flagrant, tandis que eh bien, Best Buy a pas mal lutté. Et bien évidemment, le changement de nom ou l'adaptation du nom peut avoir un impact profond sur l'attractivité de l'entreprise, mais ce n'est bien évidemment pas tout. Les moyens par lesquels une entreprise promeut ses produits eh bien, peuvent également avoir un impact profond sur le succès ou l'échec de sa campagne. Les campagnes de publicité en Chine ont échoué lorsque les entreprises ont mal calculé la réaction du public chinois à un message particulier et n'ont pas tenu compte des conditions locales. La compagnie publicitaire britannique Gorilla de Cadbury, par exemple, qui mettait en vedette une gorille jouant de la batterie, a été un énorme succès sur le marché occidental, générant des millions de vues et de loges sur YouTube. Mais malheureusement, cette même publicité ne s'est pas traduite auprès du public chinois de la même façon.
qui, plutôt que de percevoir un gorille jouant de la batterie comme mignonne ou drôle, a trouvé cela déroutant et étrange. D'autres publicités ont été inefficaces car elles représentaient des personnes ou des situations qui ne sont pas familières au public chinois, comme une famille blonde de 4 personnes en vacances sur une plage de Californie ensoleillée. Non seulement les gens dans cette publicité n'ont pas l'air chinois du tout, mais ils ne tiennent pas compte du fait que la famille chinoise typique n'a qu'un enfant, ne passe pas ses vacances en Californie et ne passe pas beaucoup de temps sur la plage pour éviter de bronzer. Parmi d'autres choses à ne pas faire hein, pour correctement mener à bien ces stratégies marketing et satisfaire et atteindre ses cibles, c'est d'ignorer l'actualité et la politique hein, dans la conception de ces campagnes publicitaires. Par exemple, la société Sprite a dû une fois publier une publicité mettant en vedette un chanteur taïwanais qui avait été mis sur la liste de vente par Pékin après avoir chanté l'hymne national thaïlandais lors de l'inauguration de son président. Une controverse et pourtant bien évidemment de l'argent puisqu'il s'agit d'une question très sensible en Chine étant donné que les Chinois et l'État chinois perçoivent Taïwan comme faisant partie intégrante de son intégrité territoriale et sur laquelle elle revendique sa souveraineté. Le prix est aussi un autre facteur de marketing important à considérer, tout comme l'adaptation de son produit, le nom et tout ce que nous venons de voir. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux extrémités du spectre. Hein. Le PIB par habitant de la Chine est de 6 076 $, pratiquement 10 fois plus pour l'Australie, 5 fois plus pour les États-Unis, et à peu près la même chose pour l'Europe. Les entreprises occidentales opérant en Chine doivent ajuster leurs prix à des niveaux appropriés, que le consommateur chinois cible eh bien, puisse se le permettre. Les entreprises devraient également tenir compte des différents niveaux de prix entre les différentes régions du pays, car il existe de grandes différences de niveau de revenus entre les villes que la Chine a subdivisées en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et bon, il y a d'autres niveaux, mais ils n'ont pas une trop forte disparité. Bon, cependant, les entreprises étrangères ne doivent pas simplement facturer le prix le plus bas possible. Hein. Des campagnes de marketing pour des produits étrangers de luxe à haute valeur ajoutée pourraient se retourner contre eux à prix bas. Hein. Les produits de luxe sont un marché considérable en Chine et les gens les plus riches sont prêts à payer plus pour des valeurs, pour des biens de grande valeur, des biens et des objets de grande valeur. Si elle est trop peu coûteuse, elle perd sa valeur et son caractère unique. Il devient un produit, eh bien, ma foi, comme que tout le monde peut avoir. Les entreprises opérant en Chine doivent tenir aussi compte de la valeur perçue de leurs produits ou services ainsi que du niveau de revenus disponible de leur public cible et fixer le prix de leurs produits et services en conséquence. L'emplacement et la distribution de produits a été l'une des principales sources d'échecs pour les grands magasins ou les grandes surfaces telles que Home Depot et Best Buy. Ces types de magasins nécessitent une grande surface au sol, ce qui peut être très coûteux dans les zones situées au centre, ce qui pousse souvent les prix, eh bien, les magasins à compenser tout ça sur les prix. Avec ces restrictions et les limitations d'espace des grandes villes intérieures, de nombreux magasins grande surface ont été ouverts en dehors de la zone principale de la ville.
le marché automobile de la Chine a connu une expansion rapide, mais la congestion de la circulation et les problèmes de stationnement rendent les achats dans ces magasins peu pratiques. De plus, la mise en page des magasins comme Home Depot, qui ne fournit principalement les outils, quelques autres ressources, demande aux clients d'avoir une idée du projet de bricolage avant de venir. Ce qui peut être difficile pour le client chinois. Les groupes comme Ikea et Leroy Merlin, dans une certaine mesure, ont constitué une exception, puisqu'ils ont réussi, de par la configuration de leur magasin et les modèles qu'ils présentaient, à conquérir le public chinois, puisque cette configuration n'est pas seulement une occasion d'achalandé, mais aussi une expérience d'apprentissage en matière, par exemple, de design qui inspire la créativité. Les multinationales ne peuvent se permettre de perdre le marché chinois. Les opportunités sont grandes, mais une fois qu'un concurrent a une forte emprise sur le consommateur, toujours chinois, hein, il devient très difficile de le conquérir. Les entreprises qui cherchent à réussir en Chine doivent impérativement embaucher et écouter des experts qui comprennent les préférences culturelles chinoises, y compris les locaux ou des étrangers ayant une expérience de travail en Chine. Beaucoup de stratégies marketing occidentales échouent en Chine simplement parce qu'elles ne comprennent pas le consommateur chinois. Les jeunes professionnels de marketing doivent faire eux-mêmes leur expérience en Chine et de s'engager activement auprès de leur public cible en commençant par le travail, les études à l'étranger, les études de langue de préférence, bien évidemment, et dans la mesure du possible de faire des stages en Chine. Lors d'une conception d'une campagne marketing, l'entreprise devra examiner attentivement son auditoire, garder à l'esprit les particularités culturelles et se tenir au courant des événements qui touchent ses consommateurs et mener à bien ses études de marché de manière très approfondie. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Nous restons à neju.com à votre entière disposition. Et encore une fois, merci pour votre écoute.